René Guénon, Psychologie. Chapitre 24. La sensibilité. Généralité. En parlant de la distinction des facultés psychologiques, nous avons déjà indiqué l'irréductibilité des faits que nous allons avoir à étudier maintenant, aux faits intellectuels d'une part et aux faits volitifs d'autre part. Nous ne reviendrons donc pas sur ce point. Le nom de sensibilité a l'inconvénient de prêter à une équivoque parce que, d'après sa dérivation, il est susceptible de désigner les sensations, qui se rattachent au domaine de l'intelligence, aussi bien que les sentiments, qui constituent la sensibilité au sens où nous l'entendons ici. Il serait donc plus précis de dire sentimentalité, si ce mot n'était pris d'ordinaire dans une acception un peu différente. Aussi vaudrait-il peut-être mieux encore employer de préférence le terme d'émotivité, mais à la condition de bien spécifier qu'on n'entend pas par là exclusivement les émotions agréables ou désagréables, ou même le plaisir et la douleur. Le sentiment, en raison de son caractère extra-intellectuel, est plus obscur et plus difficile à étudier que les faits qui relèvent de l'intelligence. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons commencé la psychologie par l'étude des facultés intellectuelles. De plus, il y a lieu de tenir compte de la complication résultant du lien qui existe incontestablement entre le sentiment et l'organisme. Et il est très difficile de déterminer le rôle que peut jouer l'intelligence à l'origine du sentiment. Comme définition préliminaire, on peut dire que la sensibilité est constituée par des faits tels que le plaisir et la douleur, le désir et l'aversion, et tous les autres faits qui sont plus ou moins semblables à cela. Cette définition est suffisamment claire, mais elle a le tort de n'être ni distincte ni explicative. On trouve assez souvent la sensibilité définie par le plaisir et la douleur, d'où dériveraient tous les autres faits affectifs, mais cette vue est très contestable, car s'il arrive en effet dans la plupart des cas que le plaisir et la douleur précèdent le désir et l'aversion, on ne peut pas généraliser outre mesure et parfois le désir et l'aversion paraissent au contraire précéder le plaisir et la douleur, qui en seraient alors l'effet au lieu d'en être la cause. On pourrait alors être tenté de définir la sensibilité à la fois par le plaisir et par le désir, par la douleur et par l'aversion, mais cette définition n'est pas complète. Par exemple, l'étonnement est certainement un fait affectif, mais il n'est ni plaisir ni douleur. Et d'autre part, le sentiment de l'attente est très différent du désir et de l'aversion. Il faut donc définir la sensibilité de façon à y faire rentrer des faits de ce genre. Pour cela, on peut dire que l'émotivité, c'est l'ensemble de nos tendances, en entendant par là toutes les impulsions primitives ou acquises, les besoins et les inclinations, aussi bien que les sentiments proprement dits. Mais encore faut-il prendre garde qu'on peut parler aussi, en un sens différent, de tendance de la volonté. Tout ceci montre combien il est difficile de donner de l'émotivité une définition précise. Nous n'étudierons spécialement ici que les émotions qui sont les sentiments au sens propre de ce mot, les passions et les inclinations. Le mot de passion était au XVIIe siècle synonyme d'émotion, mais il vaut mieux donner à ce mot son sens ordinaire, c'est-à-dire l'employer pour désigner proprement les inclinations très vives, surexcitées pour une raison quelconque, que cette raison soit d'ordre mental ou d'ordre simplement physiologique. Ce qu'on appelle maintenant inclination, c'est en somme non pas quelque chose qui existe à part dans notre mentalité, mais plutôt une certaine direction de notre vie affective. Et nous pouvons avoir autant d'inclination que de désir et d'aversion. L'ensemble de toutes les émotions qui peuvent se rapporter à un certain désir ou à une certaine aversion constitue une inclination. Les passions se classent par les inclinations, dont elles ne sont en quelque sorte qu'une forme intensifiée.
Pour classer les inclinations, on peut considérer les facultés qui sont en nous et compter autant d'inclinations qu'il y a d'usage de ces diverses facultés. Puis considérer le monde où nous vivons et distinguer à cet égard des inclinations égoïstes, altruistes, morales, religieuses. Mais le point de vue auquel on se place alors n'est autre chose que celui de l'activité humaine elle-même, et cette classification a plutôt une simple utilité pratique qu'un intérêt théorique véritable. Les émotions forment, d'après ce que nous venons de dire, le contenu réel de toute inclination. Nous allons indiquer les principales classifications qui en ont été données. Bossuet distingue ce qu'il appelle des passions irascibles et des passions concupiscibles. Mais cette distinction est peu fondée car la colère peut n'être en réalité que la suite d'un désir non satisfait. Pour lui, d'autre part, toutes les passions, entendues au sens d'émotion, ont pour fond l'amour. Cependant, l'amour n'est qu'une forme des émotions parmi d'autres, et cette opinion aurait peut-être plus de vérité si, par passion, il entendait les inclinations. Enfin, il distingue 11 passions primitives, dont 10 sont opposées 2 à 2. Ce sont la joie et la tristesse, le désir et l'aversion, l'amour et la haine, l'espérance et le désespoir, la crainte et l'audace, et enfin la colère. Descartes ne compte que 6 passions, on dirait aujourd'hui 6 émotions. L'admiration ou la surprise, la joie, la tristesse, l'amour, la haine et le désir. Sans entrer dans une critique détaillée de cette classification, nous ferons remarquer qu'il est assez singulier de ne pas y donner une place à l'aversion qui s'oppose au désir, comme la haine à l'amour et la tristesse à la joie. Nous signalerons aussi le rôle attribué par Descartes à l'admiration, qui est pour lui ce que nous appellerons plutôt l'étonnement. Pour Spinoza, il y a 3 passions fondamentales. Il y a d'abord une tendance qu'il définit comme le désir de persévérer dans notre être et de l'accroître, et cette tendance donne naissance à 2 émotions primitives qui sont la joie et la tristesse. Dans cette conception, la joie est le sentiment du passage d'une perfection moins grande à une perfection plus grande, ou de l'accroissement de l'être. Inversement, la tristesse est le sentiment du passage d'une perfection plus grande à une perfection moins grande, ou d'un amoindrissement de l'être. En outre, il faut noter l'explication de toute la vie affective par l'association des sentiments, bien que Spinoza n'emploie pas cette expression. Si un désir fondamental pour lui explique les premiers plaisirs et les premières douleurs, tous nos désirs ultérieurs s'expliquent à leur tour par les plaisirs et les douleurs déjà éprouvées. Certains psychologues ont voulu classer les émotions en agréables et désagréables. C'est là une distinction très peu profonde et qui n'apprend rien sur la nature des émotions en elles-mêmes. D'autres distinguent des émotions excitantes et des émotions déprimantes, ce qui suppose implicitement que l'émotion fondamentale est le désir de l'activité. Mais encore faut-il que cette activité soit conforme à notre nature pour lui être agréable. Sans vouloir formuler ici une théorie générale sur la nature des faits émotifs, nous indiquerons simplement pour terminer qu'on peut distinguer pour ces faits les causes qui sont plutôt d'ordre intellectuel et d'autres qui sont plutôt d'ordre biologique. Les sentiments dont l'origine s'explique par des idées n'en sont pas moins nettement différents de celles-ci par tous les caractères essentiels. D'autre part, les faits affectifs normaux doivent s'expliquer en partie physiologiquement, et pour tout ce qui est anormal ou morbide, l'explication là comme partout ailleurs est presque entièrement physiologique. Ajoutons enfin que les sentiments les plus fondamentaux peuvent vraisemblablement être regardés comme des faits psychologiques primitifs, c'est-à-dire irréductibles à quoi que ce soit d'étranger à l'ordre émotif. Il ne faudrait pas se laisser entraîner par un besoin exagéré de simplification à réduire entièrement certains ordres de faits à d'autres, ce qui serait purement artificiel. De tout ceci, il semble résulter qu'il n'y a pas lieu de chercher à classer les émotions autrement qu'en montrant comment les plus compliquées procèdent des plus simples sous l'influence d'une part
du jeu de l'association des idées, d'autre part des impulsions provenant de notre organisme.